deuxième partie de cette intervention sur le projet One de vaccination mondiale. Alors tout à l'heure j'avais montré ce numéro de l'Express vers un nouvel ordre mondial daté du 28 février au 6 mars 1991 lors de la première guerre du Golfe où l'expression a commencé à sortir. Et cet article que je vais détailler maintenant de Jacques Attali, avancé par peur, qui date du 7 mai 2009. Et on est au début de l'épidémie de grippe H1N1. Auparavant, je voudrais dire qu'on est dans une période où tout est en train de sortir. C'est aussi un des buts du pouvoir, hein, mettre la pression pour en faire sortir des diamants, pour obliger les gens à se révéler dans leur acceptation, dans leur soumission ou au contraire dans leur révolte, même si tout évidemment ne se voit pas tout de suite, bien évidemment. Parce que la pression aussi, eh bien, ça fabrique des diamants par le long terme ou par des chocs très rapides, hein, et on sait à quel point les pouvoirs qui nous gouvernent sont au fait de nos fonctionnements psychologiques. Ça me rappelle d'ailleurs la situation actuelle, ce que me racontait un ami syrien à propos du printemps de Damas en 2000, quand Hafez el-Assad est mort, son fils Bachar donc, lui a succédé, et on a eu l'impression que le pays allait être libéralisé, il y a eu des réformes, tout ça, et puis très vite ça a été repris par l'arrière-garde. Et du coup, des amis m'ont dit, des réfugiés m'ont dit, mais en fait le but c'était de faire sortir les gens pour les identifier, et ensuite pouvoir mieux les contrôler ou les emprisonner. Voilà, c'était le but. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à y voir clair par rapport à Bachar el-Assad, qui au début ne voulait pas le pouvoir, c'était l'autre fils de Hafez qui devait être au pouvoir, etc. Et voilà. Donc, quoi qu'il en soit, la situation est ce qu'elle est aujourd'hui en Syrie, au détriment des populations, et on m'a dit la même chose par rapport à Mohamed VI au Maroc, hein, cette façon de donner l'impression qu'on libéralise tout ça, qu'il y a liberté d'expression pour faire entendre toutes les voix. On n'est pas quand même dans le même contexte d'oppression encore en France qu'en Syrie ou au Maroc, et seule l'union en fait permettra la justice pour tous. D'ailleurs, s'il y a un terme vraiment qui pour moi résume l'état d'esprit des gens, le ressenti profond des gens, eh bien c'est l'injustice, le sentiment d'injustice. Mais ce sentiment d'injustice, eh bien il implique aussi notre responsabilisation individuelle, collective contre l'injustice que nous faisons nous-mêmes subir sans nous en rendre compte aux autres, par notre façon de consommer, de placer l'argent, par nos actes quotidiens, par notre indifférence ou par notre précipitation. Et ça suppose d'avoir une vision de la traçabilité aussi de ce que nous faisons dans un monde où tout est fait pour qu'on perde la trace des choses, parce qu'on est devant des sociétés écrans à tous les niveaux et des écrans de fumée. Et la traçabilité, on s'en rend compte de plus en plus, eh bien, c'est réservé aux citoyens qui est soupçonné d'être porteur de virus, qu'ils soient psychologiques, politiques ou tout à fait physiques. Mais voir vraiment d'où vient ce que l'on consomme et ce que l'on cautionne, et où est-ce que ça va une fois que nous-mêmes nous l'avons cautionné, consommé, eh bien ça c'est extrêmement important, et c'est comme ça qu'on change le monde aussi. La traçabilité, remettre en question la traçabilité donnée pour certaines du côté du pouvoir, du côté de l'information, du côté de la consommation, hein, ce sont trois enjeux extrêmement importants. Et le pouvoir politique, le pouvoir juridique, le pouvoir médiatique, le pouvoir même qui est instillé à l'intérieur de nos façons de réfléchir souvent, eh bien, il va mettre la pression, il va être impitoyable sur la traçabilité d'informations
qui le remettent en question, alors que lui, les informations ou le pouvoir qu'il exerce, ou les produits qui sont venus à consommer, ça n'est pas remis en question et on ne fournit pas de traçabilité par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi il faut insister. Parce que derrière, il y a la réalité, il y a le principe de réalité, de vie et tout ce qui va avec. L'article de Jacques Attali, Avancer par peur, il est extrêmement instructif, tiré du site, je l'ai trouvé, c'est un scan, hein, de l'article trouvé sur le site lesalonbeige.fr, un site de catholiques laïcs que je viens de découvrir. Et il dit ceci, c'est les paroles de Jacques Attali: la pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Il rappelle que lors de la grippe aviaire, hein, le STRAS, en 2003, des mesures policières très rigoureuses ont été prises dans toute l'Asie. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place des procédures d'alerte à l'échelle planétaire. Les pays du Nord auront intérêt à ce que les pays du Sud ne soient pas malades. Et ils devront faire en sorte que les plus pauvres aient accès aux médicaments aujourd'hui stockés pour les seuls plus riches. Deux points. Une pandémie majeure fera alors surgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins désintéressé. Sauf que tout ça, ça a un coût, ça a un prix, et ça rapporte à ceux qui le vendent, avec des conséquences aussi, un prix à payer pour ceux qui l'acceptent ou à qui c'est imposé. Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, la grippe H1N1 2009, il ne faut pas l'oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. Il faut savoir que quand quelque chose commence à être gratuit ou très peu cher, eh bien, c'est souvent que c'est imposé dans un intérêt bien précis. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État. Et là, donc, ça renvoie à Louis XIV, évidemment, la centralisation. Il pourrait même remonter au XVe siècle avec Louis XI, l'universel aragne, l'universel araignée, c'était son surnom, et continuer avec eh bien, ce que nous allons voir maintenant à travers quelques grands écrivains qui ont parlé parce qu'ils en étaient complices ou parce qu'ils ont dénoncé de la mondialisation et du sort réservé au peuple du monde. Les textes que je vais citer maintenant viennent de ce petit livre que j'ai publié fin 2018, Quest, les chemins du Graal, de l'ère des poissons au Verseau, le réveil de l'âme du peuple, des peuples et les moissons du ciel aux éditions Brumerge à Grenoble. Et en fait, c'est un livre qui montre toute la confluence des prophéties, des mythes et aussi des rêves des peuples, des projets des peuples, auxquels s'opposent eh bien, des projets qui ne sont pas ceux des peuples, mais qui sont ceux de certains individus, d'un certain nombre d'idéologies. Hein, et donc, ces mythes et ces prophéties des peuples qui convergent avec l'idée du retour d'un personnage salvateur sur un cheval blanc qu'on a dans l'Apocalypse, dans l'écriture hindoue, de la moisson du ciel, avec aussi le rappel d'anciennes civilisations disparues. Voilà, tout ça c'est lié, des personnages extrêmement respectables se sont intéressés à tout ça. Donc je vous conseille la lecture de ce livre-là si ça vous intéresse, et puis je l'ai mis intégralement sur le net, j'en ai fait la lecture intégrale au mois de mars et au mois d'avril sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez tout ça.
Et l'idée vraiment qu'il y a derrière, c'est ce à quoi appelle Jung, c'est-à-dire l'idée d'une réconciliation des opposés pour entrer dans l'ère du Verseau, sans quoi on va au-devant de graves catastrophes. Ça, Jung en a beaucoup parlé. C'est un personnage qui est souvent attaqué. Il est possible qu'il y ait des zones d'ombre dans sa façon de penser. Hein. Par contre, c'est pas quelqu'un qui a été comme Heidegger et sa fameuse déconstruction qu'on essaie de nous vendre partout. C'est pas quelqu'un qui a été membre du parti nazi. Et c'est une philosophie qui est beaucoup plus humaniste par beaucoup d'aspects et branchée sur le droit des peuples, sur les cultures des peuples, que celle de quelqu'un comme Heidegger ou Hegel. Bon, alors, qu'est-ce que je cite dans ce livre? Eh bien, c'est tout simplement le projet d'extermination d'un certain nombre de peuples, c'est dit, de différentes façons, apparemment avec des buts différents, effectivement, mais sur les modalités, et dans l'idée, c'est toujours d'arriver à cette unité one, un seul gouvernement mondial, qui soit communiste, qui soit capitaliste, qui soit religieux, qui soit fasciste. Hein, tout ça se mélange souvent avec des histoires communes ou des histoires de réactions pendulaires, mais parfois des alliances aussi, comme on l'a vu avec le pacte germano-soviétique, avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le premier passage que je voulais vous lire chronologiquement, c'est celui de Engels, dans la Nouvelle Gazette rhénane, c'est à la page 49 de mon ouvrage, du 13 janvier 1849, on trouve ça sur le site marxiste.org. Et Engels souhaitait la fin des peuples anti-révolutionnaires, tels les Bretons, les Basques, les Écossais des Highlands, en même temps que celle des classes dirigeantes dans une prochaine grande guerre mondiale. Je cite textuellement, écoutons-le, ouvrez les guillemets. Il n'y a aucun pays en Europe qui ne possède quelque part les restes d'un ou plusieurs peuples, survivances d'une ancienne population refoulée et soumise par la nation devenue plus tard l'élément moteur de l'évolution historique. Hein, ça rejoint Hegel, l'idée de la raison dans l'histoire, la réalisation de l'idée avec un grand I à travers l'histoire. Ces survivances d'une notion impitoyablement piétinée par la marche de l'histoire, comme disait Hegel, ces déchets de peuple deviennent chaque fois les soutiens fanatiques de la contre-révolution et ils le restent jusqu'à leur extermination et leur dénationalisation définitive. Leur existence même n'est-elle pas déjà une protestation contre une grande révolution historique? La conflagration générale amènera l'éclatement de cette ligue séparatiste et fera disparaître jusqu'au nom de ces petites nations obstinées. La prochaine guerre mondiale ne se contentera pas de balayer de la surface de la Terre des classes et des dynasties réactionnaires, mais aussi des peuples réactionnaires tout entiers. Et cela aussi, c'est un progrès. Voilà, donc une guerre mondiale annoncée par Engels en 1849. Le deuxième passage, alors là on n'est plus chez un marxiste, on est en France avec Ernest Renan, une certaine idée de l'humanité, page 113. Il dit ceci, pourtant il était breton, hein. La fin de l'humanité, c'est de produire des grands hommes. Le grand œuvre s'accomplira par la science, non par la démocratie. C'est tiré de Dialogues et fragments philosophiques 1876. Second passage. L'islam est la plus complète négation de l'Europe. L'islam et le fanatisme, comme l'Espagne du temps de Philippe II et l'Italie du temps de Pie V, l'ont à peine connu. L'islam est le dédain de la science, la suppression de la société civile, c'est l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique. Donc il inclut aussi l'esprit juif à l'intérieur, rétrécissant le cerveau humain, le fermant à toute idée délicate, à tout sentiment fin, à toute recherche rationnelle, pour le mettre en face d'une éternelle tautologie, Dieu est Dieu. Discours au Collège de France de la part des peuples sémitiques dans l'histoire de la civilisation, 1862. Ensuite, les germes de la mondialisation, écoutez bien,
La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment d'honneur. Gouvernez-la avec justice en prélevant d'elle pour le bienfait d'un tel gouvernement un ample douaire, au profit de la race conquérante, elle sera satisfaite. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Soyez pour lui bon et humain, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne, que chacun fasse ce pourquoi il est fait, et tout ira bien. La réforme intellectuelle et morale de 1871. Là, on a vraiment la description de la mondialisation, avec la Chine comme usine du monde, les décisions en Europe et en Amérique du Nord, et puis l'agriculture dans les pays du Sud. Je me rappelle d'un collègue, prof de maths, ancien ingénieur chez Airbus, qui m'expliquait, un militant de Parti socialiste, qui m'expliquait en 2010 à peu près la même chose, qu'il fallait répartir les choses sur les grandes régions du monde, que c'était évidemment beaucoup plus simple. Quatrième passage, nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination. Le pays de race étrangère devra devenir un pays de serfs, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d'en faire une loi. Ça, c'est dans la réforme intellectuelle et morale 1871. Je connais des profs de la fac, des gens qui enseignent à Sciences Po, qui ont des collègues à Sciences Po, et qui m'ont dit que Renan était enseigné à Sciences Po, avec en particulier son ouvrage « Qu'est-ce qu'une nation ?» Par contre, je doute qu'on leur explique ça. Voilà ce que dit encore Renan dans L'âme celtique, la poésie des races celtiques, 1854. Les petits peuples doués d'imagination prennent d'ordinaire ainsi leur revanche de ceux qui les ont vaincus. Se sentant forts au-dedans et faibles au-dehors, ils protestent, s'exaltent, et une telle lutte, décuplant leur force, les rend capables de miracles. Presque tous les grands appels au surnaturel sont dus à des peuples espérants contre toute espérance. Qui pourra dire ce qui a fermenté de nos jours dans le sein de la nationalité la plus obstinée et la plus impuissante, la Pologne? Israël humilié rêva la conquête spirituelle du monde et y réussit à travers le christianisme aussi et à travers le prolongement qu'est l'islam. On oublie surtout que ce petit peuple resserré maintenant aux confins du monde, alors là il parle du peuple breton, au milieu des rochers et des montagnes où ses ennemis n'ont pu le forcer, est en possession d'une littérature qui a exercé au Moyen-Âge une immense influence. Il parle des romans arthuriens et des Celtes, donc pas uniquement de la Bretagne. Changer le tour de l'imagination européenne et imposer ses motifs poétiques à presque toute la chrétienté, la femme telle que l'a conçue la chevalerie, cet idéal de douceur et de beauté posé comme but suprême de la vie, n'est une création ni classique, c'est-à-dire ni grecque ou romaine, ni chrétienne, ni germanique, mais bien réellement celtique. Voilà. Dans L'âme celtique, la poésie des races chrétiennes, 1854. Vous voyez qu'il était capable d'écrire des choses très belles et très vraies aussi, Renan. Mais la destruction bien de l'esprit celtique, de la Bretagne, de ce génie celtique, il a continué bien après Renan. Je continue avec Bertrand Russell, prix Nobel de littérature. Donc on est vraiment, vous voyez, dans les grandes références, ceux qui sont enseignés, ceux qui ont amené des révolutions, des transformations dans le monde, qui sont encore cités. Et donc, voilà ce que dit Bertrand Russell, 1872-1970, prix Nobel de littérature en 1950, dans Dédale et Icare et Science, Puissance, Violence. Vous pouvez trouver ça en anglais aussi pour le texte original dans Icarus or the Future of Science, 1924, et On Scientific Dictatorship, de la dictature scientifique, 1954. Bien que cette science sera diligemment étudiée, elle sera confinée dans la classe dirigeante. Graduellement, par l'élevage sélectif, les différences congénitales entre les gouvernants et les gouvernés s'accroîtront jusqu'à ce qu'ils deviennent presque des espèces différentes.
une révolte de la plèbe deviendra aussi impensable qu'une insurrection organisée de brebis contre la pratique de manger du mouton. On arrive au gouvernement mondial. Lorsque je parle d'un gouvernement mondial, je parle d'un gouvernement qui gouverne réellement, pas d'une gentille façade comme la Ligue des Nations, ou d'une fraude prétentieuse comme les Nations Unies sous leur forme actuelle. Un gouvernement international doit posséder les seules bombes atomiques, les seules usines pouvant les produire, la seule force aérienne, les seuls navires, et plus généralement tout ce qui peut être nécessaire pour le rendre irrésistible. Il devra être obligé, en vertu de sa constitution, d'intervenir par la force des armes. Il faut s'attendre à ce que les avancées de la physiologie et de la psychologie donnent au gouvernement beaucoup plus de contrôle sur le mental des individus qu'ils n'en ont maintenant dans les pays totalitaires. Fichte écrivit que l'éducation devait viser à détruire le libre arbitre, afin que, après que les élèves aient quitté l'école, ils soient incapables pour tout le reste de leur vie de penser ou d'agir de façon autre que celle que leurs maîtres d'école leur ont souhaité. Bien, donc vous voyez, ça va quand même extrêmement loin, et on trouve aussi ceci dans Dédale et Icare. Je crois qu'à cause de la folie des hommes, le gouvernement mondial sera établi par la force et sera donc au début cruel et despotique. Mais je crois aussi que cela est nécessaire à la conservation de la civilisation scientifique, et qu'une fois mis en place, ce gouvernement donnera progressivement naissance aux autres conditions nécessaires à une existence tolérable. Donc, on voit gouvernement mondial, civilisation scientifique, et puis progressivement, on dit, parce que c'est peut-être ça qu'on nous prépare aujourd'hui avec le confinement, le déconfinement, puis les libertés progressives, puis une dictature scientifique avec des vaccins, avec la surveillance totale, avec un tabou dans la parole, le fichage, etc. Eh bien, certains croient peut-être que peu à peu, on va lâcher du lest et qu'on pourra arriver à une véritable démocratie éclairée et gouvernée toujours par la science. Le problème, c'est qu'en fait, ça commence par la négation de l'âme, du génie de chaque individu propre, et de la possibilité, ensemble, d'imaginer le futur de demain, et que tous ceux qui ont démontré, en annonçant la catastrophe écologique depuis longtemps, tous ceux qui ont démontré qu'ils avaient les outils pour nous amener vers plus de vie, plus de justice, eh bien ces gens-là, on ne les laisse pas parler, hein, on les discrédite. Donc on voit qu'en réalité, le projet de gouvernement mondial et le projet de dictature scientifique tel qu'il est clairement défini ici, eh bien, il n'est pas au bénéfice non seulement de tout le monde, mais il n'est pas au bénéfice de l'humain véritablement compris et expérimenté avec son âme, dans tout ce qu'elle a de plus sacré. Et alors derrière, il y a évidemment la question du contrôle de la natalité, sur laquelle on reviendra. Bien sûr que la démographie humaine doit être contrôlée, parce qu'on ne peut pas continuer à se reproduire indéfiniment, hein, et il y a malheureusement des personnes qui sont dans l'idée d'une conquête du monde par la démographie, hein, par cette bombe démographique. Et ça, c'est quelque chose qui est intolérable et qui n'est ni démocratique, ni même tolérable, parce que ça contredit complètement l'idée de justice et ce qu'est l'humanité, et c'est souvent fait sous prétexte d'une élection divine, avec un message divin, et donc une prétention à ce que tout le monde adopte une religion avec une loi. Mais la démographie humaine, donc loin de ces délires-là, doit être effectivement contrôlée dans l'intérêt de tous.